Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Je commence cet épisode par dire très clairement d'où je parle, parce que sinon on a vite l'impression que je refuse la causalité alors que ce n'est pas du tout mon point. Je parle depuis un cadre naturaliste et fallibiliste. Pour rappel, ici naturaliste ça veut dire que je pars du monde tel qu'on l'étudie avec la science et la philosophie, pas d'un arrière-monde, pas d'un sens caché, et pas d'une magie métaphysique. Ici, fallibiliste ça veut dire que je ne cherche pas une certitude absolue et indestructible, je cherche des croyances bien justifiées, même si elles peuvent en principe être corrigées. Et avant de continuer, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite à faire pause et à aller le regarder. Parce qu'ici, je repars exactement de ce que j'ai posé juste avant et ça rendra tout le reste beaucoup plus clair. Dans l'épisode précédent, j'ai soutenu que l'argument cosmologique du kalam tire souvent sa force de glissement de sens. On déroule très vite, on laisse les mots bouger, et à la fin, on a l'impression que si tu refuses la conclusion, c'est que tu refuses la causalité tout court. Aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Et je commence par un rappel très simple de la structure du kalam pour que tout le monde soit au même endroit. L'argument, dans sa forme standard, c'est 3 étapes. Tout ce qui commence à exister a une cause, l'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. L'épisode d'aujourd'hui portera sur P1, pas sur P2, pas sur la cosmologie et pas sur le Big Bang. Juste sur cette idée, tout ce qui commence à exister a une cause. Petit rappel de mon point de départ, je ne viens pas nier la causalité. Je viens tester une chose très précise, est-ce qu'un principe causal qui marche dans le monde peut être appliqué à l'univers comme totalité sans changer de statut en route? Voilà mon cadre. Maintenant, je vais supposer que tout est propre, que les termes sont fixés, que univers veut bien dire l'univers comme totalité, que commencer à exister veut bien dire commencer à exister au sens fort. Je vais même concéder pour être carré que la causalité pourrait en principe ne pas être temporelle. Et malgré tout ça, je vais défendre une thèse très simple. P1 ne fait toujours pas le travail qu'on lui demande. Pas parce que ce serait bête, pas parce que je refuserais la causalité par dogme, mais parce que P1 est étiré au-delà de son domaine de validité. Si tu gardes P1 dans sa forme plausible, elle reste locale. Et si tu la rends globale, elle devient une thèse métaphysique supplémentaire, donc elle ne peut plus jouer le rôle de prémisse neutre. Mon cadre, c'est un naturalisme ontologique non modal. Je vais expliquer. Naturalisme ontologique, ça veut dire que je pense que le réel au sens fondamental est de nature non surnaturelle. Je pars des entités et des structures que nos meilleures descriptions du monde mobilisent. Des lois, des dépendances, des mécanismes, des régularités, et pas d'agents invisibles ajoutés par-dessus. Et non modal, c'est un verrou très important. La modalité en philosophie, c'est le langage du nécessaire et du contingent. Ça ne pouvait pas ne pas être, ou alors ça aurait pu être autrement. Personnellement, je l'accepte localement là où elle est utile, dans les modèles scientifiques, dans les contrefactuels, dans l'explication interne, mais je refuse de traiter l'univers comme totalité comme si on pouvait lui coller sans reste des étiquettes du type nécessaire ou contingent au sens métaphysique fort. Dit en clair, je ne crois pas qu'on ait un accès stable et testable à ce que veut dire l'univers en entier est nécessaire ou l'univers en entier est contingent, comme si c'était une propriété lisible sur le monde. Pourquoi ce verrou? Parce qu'une partie du débat essaie de te pousser vers une conclusion causale globale en te vendant de la modalité globale comme si c'était évident. Mon cadre donc coupe ce glissement. Et maintenant je dis ce que je concède parce que c'est important. À l'intérieur du monde, je concède énormément. Je concède la démarche scientifique, je concède la recherche de causes, de conditions, de mécanismes, de lois et de structures. Je concède même ce réflexe humain très profond, quand quelque chose arrive dans le monde, on cherche ce qui l'a produit, ce qui le rend possible et ce qui le contraint. Ça, pour moi, c'est une discipline saine, et c'est même la base de la rationalité ordinaire. Mais je refuse un geste précis, traiter l'univers totalité comme un objet ordinaire, comme un truc parmi d'autres, et lui appliquer mécaniquement les réflexes explicatifs qui marchent à l'intérieur du cadre. Pourquoi? Parce que l'univers, ce n'est pas un objet dans un cadre. L'univers, c'est le cadre. Ce dont dépend la possibilité même de parler de temps, de loi, de régularité et de causalité ordinaire. Et dans mon cadre, l'univers est un fait brut structuré. Structuré, ça veut dire qu'il y a des régularités, des lois, des dépendances internes et une intelligibilité locale. Brut, ça veut dire que l'explication n'est pas un droit illimité. Elle ne s'étend pas automatiquement jusqu'au niveau où la totalité doit avoir une explication externe. Et surtout, non agentif. Non agentif, ça veut dire pas une volonté, pas une intention, pas un acte et pas quelqu'un qui décide. Avec ce cadre, on peut attaquer P1 proprement. Donc dans sa forme standard, P1 c'est tout ce qui commence à exister a une cause. À première vue, ça a l'air évident, et le kalam adore cet effet-là.
une prémisse qui sonne comme une règle de bon sens, puis une conclusion qui sonne comme une conséquence obligée. Mais si tu ralentis, tu vois un problème structurel. P1 a au moins 2 lectures. Elles ne jouent pas du tout le même rôle. La première lecture est faible, locale, la seconde est forte, cosmologique. Et le dilemme est simple. Si tu gardes la lecture faible, P1 est plausible, mais elle ne te donne pas le théisme. Et si tu passes à la lecture forte, tu peux essayer d'obtenir la conclusion, mais tu perds ce qui rendait P1 plausible. Je vais vraiment prendre le temps avec ça parce que c'est le cœur. Dans la vie quotidienne et dans les sciences, dire qu'une chose commence à exister, ça renvoie très souvent à une transformation, un processus, une réorganisation, une production à partir d'un état antérieur. Et cette lecture est extrêmement robuste. Quand on dit « une voiture commence à exister », personne n'imagine une apparition ex nihilo, de nulle part. On imagine un processus industriel, des matériaux, des chaînes, de l'assemblage, du contrôle. La voiture n'existe pas, puis existe, oui, mais sur le fond d'un monde déjà là, de matière déjà là et de lois déjà là. Et donc, dans ce sens faible, P1 est raisonnable. Dans le monde, dans un cadre donné, les choses n'apparaissent pas sans processus. Moi, en tant que naturaliste, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais, et c'est le point décisif, ce n'est pas ce que le Kalam a besoin d'obtenir. Le Kalam a besoin de parler non pas de commencement dans le monde, mais du commencement du monde lui-même, ou du cadre lui-même. Et là, tu changes les règles du jeu. Imagine une scène très simple. Tu es devant une usine. On te dit « Regarde, aujourd'hui on va faire apparaître une voiture ». Donc là, tu as 2 scénarios. Dans le premier, on t'emmène dans l'usine, tu vois les pièces, tu vois le métal, tu vois les robots, l'assemblage, la peinture, l'électronique, etc. Et à la fin, oui, une voiture commence à exister. Mais tu n'as jamais eu rien, puis voiture. Tu as eu un monde, des matériaux et des transformations. Dans le deuxième scénario, on te fait attendre dehors, et là, devant toi, dans un éclair, pouf, une voiture apparaît littéralement du néant, sans cadre, sans matériaux, sans processus et sans conditions. Ces 2 commencements n'ont strictement rien à voir. Le premier est exactement le type de commencement sur lequel nos intuitions causales sont solides. Le second est précisément le type de commencement sur lequel nos intuitions deviennent suspectes parce qu'on n'a plus de mécanisme, plus de cadre et plus de règles. Et maintenant, le piège, P1 fonctionne intuitivement parce qu'on pense au premier scénario, mais le Kalam a besoin du second scénario. Donc tu vois où je veux en venir. Dans la lecture faible, P1 parle d'un monde déjà là. Dans la lecture forte, P1 prétend parler du surgissement du cadre lui-même. Or, la plausibilité ne se transfère pas automatiquement. Le Kalam doit faire un saut. Il doit appliquer P1 à l'univers totalité, donc au cadre. Et là, tu ne parles plus d'un objet parmi d'autres, tu ne parles plus d'un événement interne, tu parles du domaine lui-même. Et dans mon cadre, ce saut n'est pas un détail rhétorique, c'est une opération métaphysique. Et une opération métaphysique doit être justifiée comme telle, sinon tu fais simplement ceci. Tu prends une règle qui marche à l'intérieur d'un cadre, et tu l'ériges en règle sur l'existence du cadre. Et c'est exactement là que P1 commence à perdre sa neutralité. On va maintenant zoomer sur « commencer à exister », parce que c'est un point technique mais essentiel. Dans l'usage ordinaire, « commencer » est un verbe de transition. Mais si tu refuses de dire « la cause précède l'effet », tu gardes une grammaire minimale. Il y a un contraste entre « pas encore » et « maintenant ». Il y a une différence entre « avant » et « après », même si tu veux l'exprimer sans priorité temporelle strictement causale. Et au niveau cosmologique, cette grammaire devient dangereuse. Parce que si l'univers est totalité spatio-temporelle, alors parler d'un avant l'univers est problématique. Pas juste mystérieux, mais problématique au niveau du sens. C'est pour ça que certaines défenses essayent de dire que la causalité pourrait être non temporelle. Très bien, je concède. Mais même en concédant une causalité non temporelle, commencer à exister garde cette grammaire de transition, tu veux dire qu'il y a un passage de non-être à être. Or, ce passage est exactement ce qui en cosmologie philosophique devient instable. Si le temps est lui-même inclus dans l'univers, tu ne peux pas simplement importer les réflexes de transition du niveau local au niveau du tout. Donc, pour sauver la cohérence, on essaie souvent de redéfinir commencer de manière technique. Et là, un point devient central, plus tu dois redéfinir, plus tu es en train de fabriquer une définition qui sert ton argument plutôt que de partir d'un fait neutre. Et P1, à ce moment-là, n'est plus du tout évidente. Elle devient un morceau de métaphysique. Maintenant, on arrive au mécanisme le plus critique, celui que tu vois revenir partout dès qu'on discute sérieusement de P1. Au niveau cosmologique, la cause glisse. Au départ, P1 sonne comme la causalité productive, un événement qui produit un événement. Mais dès que tu vas appliquer ça au commencement de l'univers, tu te rends compte que la causalité productive ordinaire suppose énormément de choses. Un cadre commun, des conditions, des régularités, et un domaine dans lequel cause et effet sont comparables. Donc pour sauver P1, on élargit.
On dit cause au sens de raison, explication, dépendance, fondement. Et le problème n'est pas qu'on utilise ces notions, le problème c'est qu'on les utilise comme si c'était la même relation. Or ce n'est pas la même relation. Une explication n'est pas forcément une cause, une dépendance n'est pas forcément une production, et un fondement n'est pas forcément un agent. Si tu laisses cause devenir toute forme de dépendance, alors P1 devient plus facile à accepter, mais elle perd la force directionnelle qu'elle devait t'amener vers une cause personnelle. Parce qu'une dépendance peut être impersonnelle, une explication peut être structurelle, et un fondement peut être une loi, une structure, une contrainte ou même un point d'arrêt brut. Donc même si je te concède qu'il doit y avoir une explication, tu n'as pas encore, il y a un agent. Il te manque une prémisse. Et ça, c'est exactement ce que je veux rendre visible. P1, même améliorée, ne fait pas le travail. Elle ne construit pas le pont vers la conclusion théiste sans rajouter du matériau. Je vais essayer d'expliquer ça avec une illustration. Imagine une enquête. Tu arrives sur une scène de crime, il s'est passé quelque chose, tu dis « tout événement a une cause ». Très bien. Mais si quelqu'un répond « donc il y a forcément un coupable, une personne responsable », là tu vois l'erreur ? Tu es passé d'une relation très large, il y a une explication, une raison, une dépendance, à une relation très spécifique, il y a un agent intentionnel. Or, entre les deux, il y a un gouffre. Tu peux avoir une explication non agentive, un accident, une contrainte, une défaillance, une loi physique, une chaîne impersonnelle, et tu peux même avoir un point d'arrêt. C'est arrivé et on n'a pas plus. Donc même si tu acceptes qu'il y ait une explication, tu n'es pas par défaut un agent. Le calame, lui, veut exactement ce raccourci. L'explication implique un agent. Et c'est là que P1 se fait souvent surinterpréter. Je vais revenir rapidement sur ma concession. Admettons que la causalité puisse être non temporelle. Très bien. Mais alors une question devient inévitable. Qu'est-ce qui reste du concept de causalité quand tu retires le cadre temporel et les conditions ? Parce qu'une partie de ce qui rend la causalité intelligible, c'est justement qu'elle s'exprime dans un cadre ordonné, avec des contraintes et des mécanismes. Si tu enlèves ça, il se peut que tu gardes un mot sans mécanisme. Et à ce moment-là, dire l'univers a une cause non temporelle ressemble davantage à un étiquetage qu'à une explication. Pour éviter ça, on élargit de nouveau. On dit cause au sens de dépendance. Mais alors tu n'es plus dans la causalité ordinaire. Tu es dans une thèse métaphysique globale sur le fondement du tout. Et cette thèse est précisément controversée. Elle n'est ni une observation, ni une vérité logique. Donc tu retombes sur le dilemme, soit tu gardes cause au sens robuste et tu n'as plus de modèle clair, soit tu élargis cause et P1 devient trop vague pour contraindre cause personnelle. Maintenant, je pose un point simple. Dire « une table a une cause » est une phrase du même type que « une voiture a une cause ». Très bien. Ce sont des objets dans le monde, sous loi, dans un cadre. Mais dire « l'univers a une cause », si « univers » veut dire totalité du cadre, ce n'est pas la même opération. Tu ne fais pas une application interne d'un concept. Tu fais une extension de portée, tu affirmes que la relation cause s'applique au domaine entier, et pas seulement aux éléments du domaine. Et ça, c'est précisément ce qui devrait être établi. Si on te demande « est-ce que la causalité s'applique au tout ?», tu ne peux pas répondre en présupposant « oui ». Sinon tu as juste gagné en fixant les règles. C'est ici que mon cadre naturaliste ontologique non modal est utile comme test. Il te force à distinguer ce qui est fertile dans la science, l'explication interne, de l'exigence globale qui est métaphysiquement chargée. On va reprendre encore un petit exemple. Imagine un jeu de société. À l'intérieur du jeu, tu as des règles très fiables. Si tu fais telle action, il se passe telle chose. Tu peux expliquer les coups, les conséquences, les stratégies. Mais maintenant, quelqu'un te dit « puisque chaque coup dans le jeu a une règle, alors le plateau lui-même doit être aussi expliqué par une règle du jeu. » Non. Les règles du jeu s'appliquent aux coups dans le jeu. Elles ne s'appliquent pas automatiquement au fait qu'il y a un plateau, un jeu et des règles. Tu peux évidemment demander pourquoi ce jeu existe, mais tu as quitté le niveau des règles internes. Tu es passé au niveau externe, la conception, la création et le contexte. Et le point est exactement le même ici. La causalité ordinaire est une règle extrêmement puissante à l'intérieur d'un cadre. Mais ce n'est pas une évidence qu'elle s'applique au fait qu'il y ait un cadre. P1 fonctionne parce qu'on la pense comme règle interne, le calame veut l'utiliser comme règle interne, et c'est là que ça craque. Je reviens à une question centrale, quel est le statut de P1 ? Tout ce qui commence à exister a une cause. Donc si P1 est une vérité logique, elle devrait être indiscutable formellement. Mais ce n'est pas le cas. Un commencement non causé est concevable sans contradiction formelle immédiate. Donc P1 n'est pas du niveau d'une tautologie. Si P1 est une généralisation empirique, elle est très solide, mais dans son domaine, sur les commencements internes, les transformations et les conditions. Mais le cas qui intéresse le calame, le commencement du cadre, n'est pas un cas observé. Donc l'empirie ne suffit pas à justifier l'application cosmologique de P1. Donc ce qu'il reste, c'est que P1 est une thèse métaphysique. Et très bien, on peut faire de la métaphysique, mais alors P1 doit payer sa facture. Elle doit assumer qu'elle n'est pas évidente,
mais qu'elle exige une justification. Elle doit assumer qu'elle ajoute un engagement global, c'est l'idée que la totalité est du type effet. À ce stade, elle ne peut plus être vendue comme une prémisse neutre. C'est exactement le cœur de mon propos. Pour que P1 soit assez forte pour porter le calame, elle doit devenir métaphysiquement lourde. Et si elle le devient, elle ne joue plus son rôle dialectique de prémisse de bon sens. Je vais pouvoir à présent conclure proprement. Je ne dis pas que P1 est fausse en bloc, je dis que P1 ne fait pas le travail. Il existe une version de P1 qui marche très bien, c'est une version locale, modeste et intranaturelle. Dans un monde régi par des lois, les commencements observables sont des transformations. Les choses ne surgissent pas gratuitement au sein du cadre, je concède ça, je le défends même. Mais dès que tu veux étendre P1 à une création ex nihilo du tout, tu changes de registre. Tu passes d'un principe empirique local vers une thèse métaphysique globale, d'une causalité intelligible vers une dépendance vague, et d'une règle interne au cadre vers une règle sur l'existence du cadre. Et à chaque passage, tu ajoutes des hypothèses. À la fin, tu peux peut-être obtenir « il y a une explication », mais tu n'obtiens pas « il y a une cause personnelle sans un supplément ». Donc au mieux, le débat devient un choix entre cadres métaphysiques. Et mon cadre est clair, je préfère un point d'arrêt non agentif. Je préfère dire que l'univers est un fait structuré, plutôt que d'ajouter une ingentivité temporelle, une volonté créatrice, et de déplacer le point d'arrêt vers un fait brut mais personnel et chargé de propriétés supplémentaires. Pas par hostilité psychologique à l'idée de Dieu, simplement parce que la charge de preuve est du côté de celui qui fait l'extension, du local au global, de l'explication à l'agent, et de la causalité interne à la cause du cadre. Et P1, même en version charitable, ne porte pas cette charge. Ce que la philosophie produit ici, ce n'est pas une certitude cosmique, c'est une clarification. Elle te permet de voir où une intuition est solide et où elle commence à être surinterprétée. Elle t'aide à distinguer les questions internes, celles qui font avancer notre compréhension du monde, des exigences globales qui ajoutent des hypothèses sans s'en rendre compte. Et au quotidien, ça a une valeur très concrète, ça te recentre. Ça t'apprend à ne pas te laisser aspirer par des faux problèmes, à stabiliser ce que tu sais déjà faire en pratique, comprendre, agir et décider, sans demander au monde une certitude totale avant de vivre. Et je m'arrête là. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.